RDC. Tshisekedi accuse Kagame de vouloir annexer l'Est. À travers des mots d'une rare gravité, le président Félix Tshisekedi a dénoncé au Caire le plan caché du Rwanda. Diviser la République démocratique du Congo et annexer son Est. Mais derrière cette déclaration, une question cruciale s'impose. Que fait réellement Kinshasa pour empêcher ce scénario de devenir réalité? Africa Flashes plonge au cœur d'un affrontement géopolitique où diplomatie, stratégie et survie nationale se confondent. Chers auditeurs d'Africa Flashes, salutations à vous tous, à travers le continent et dans la diaspora. Aujourd'hui, nous revenons sur une déclaration forte, grave et révélatrice, celle du président congolais Félix Tshisekedi, prononcée depuis le Caire, où il a accusé sans détour Paul Kagame de vouloir scinder la République démocratique du Congo et annexer son Est. Une affirmation qui, au-delà de sa dimension politique, met en lumière l'un des enjeux les plus cruciaux de notre temps, la survie territoriale, économique et symbolique du Congo face à un projet d'expansion qui ne dit pas son nom. Mais alors, si Tshisekedi dit tout haut ce que beaucoup savaient déjà, la vraie question, celle qui résonne dans chaque esprit lucide, est simple. Que fait-il concrètement pour empêcher Kagame de réaliser ce plan funeste? Le contexte de cette déclaration ne doit rien au hasard. L'Égypte, puissance africaine du Nord, n'est pas seulement une escale diplomatique, mais un théâtre symbolique d'alliances panafricaines. En s'adressant à la diaspora congolaise au Caire, Tshisekedi voulait sans doute montrer que le Congo n'est pas isolé, qu'il existe un réseau de solidarité africaine capable de se réveiller face à l'hégémonie d'un petit État, le Rwanda, dont les ambitions dépassent de loin ses capacités réelles, mais trouvent leur force dans l'appui tacite de puissances extérieures. Car derrière Kagame, il y a une architecture invisible, celle des intérêts économiques, miniers et géopolitiques, qui depuis plus de 20 ans se servent du Rwanda comme d'un proxy régional pour piller les richesses du Congo. Lorsque Tshisekedi parle de intentions belliqueuses et hégémoniques, il ne s'agit pas d'une hyperbole politique. C'est une réalité vécue au quotidien par les populations de l'Est. Viols, massacres, déplacements massifs, destruction du tissu social. Derrière chaque attaque du M23 se cache une logistique sophistiquée, un financement assuré, des stratégies d'infiltration et de propagande dignes des guerres hybrides modernes. Le M23 n'est pas un simple mouvement rebelle. C'est un instrument politique façonné pour maintenir une zone grise entre la souveraineté congolaise et l'ingérence étrangère. Kigali, tout en niant son implication, tire les ficelles dans l'ombre, utilisant à la fois la guerre et la diplomatie comme levier d'influence. Mais Tshisekedi, en reconnaissant publiquement la nature du danger, fait face à un dilemme historique, car dénoncer ne suffit plus. Le temps des constats est passé. Celui des actes s'impose. Et c'est là que le leadership congolais est mis à l'épreuve. Car si le président affirme avoir impulsé une dynamique internationale pour sanctionner le Rwanda, la question demeure, ces sanctions ont-elles réellement modifié le rapport de force sur le terrain? Non. Les troupes du M23 continuent d'avancer, les populations continuent de fuir, et Kigali continue de bénéficier d'un silence complice de la part de certaines puissances occidentales obsédées par leurs intérêts miniers et leurs besoins de stabilité apparente dans la région. Pour comprendre l'ampleur du défi, il faut remonter dans l'histoire récente du Congo et du Rwanda. Depuis l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila en 2001, Kigali a systématiquement utilisé la rhétorique de la sécurité pour justifier son ingérence.
Officiellement, il s'agissait de traquer les FDLR, ces combattants hutus réfugiés au Congo après le génocide de 1994. Mais derrière cette façade sécuritaire se cachait une véritable stratégie de prédation économique, exploitation illégale du coltan, de l'or, du cassitérite, ces minerais indispensables à l'économie mondiale. En d'autres termes, la guerre à l'est du Congo n'a jamais été une simple guerre ethnique. C'est une guerre économique, menée au nom du profit et sous couvert de géopolitique. Tshisekedi le sait, et c'est pourquoi ces mots pèsent lourd. En parlant de annexion, il pose une ligne rouge. Car annexer une partie du Congo, c'est commettre un acte de guerre contre l'État congolais lui-même. C'est détruire le principe même de la souveraineté africaine. C'est rouvrir la boîte de Pandore du colonialisme, mais sous une forme africaine, où un petit État, soutenu par des puissances étrangères, s'arroge le droit de redessiner les frontières héritées de l'histoire. Cette vision du Rwanda, comme acteur hégémonique, n'est pas nouvelle. Kagame se voit depuis longtemps comme le chef d'une Afrique des forts, d'une avant-garde militaire et idéologique, convaincu que la domination se gagne par la ruse, la peur et la discipline. Mais face à cela, quelle stratégie Tshisekedi peut-il déployer? Le président congolais évoque 4 cadres de négociation: Nairobi, Luanda, Doha et Washington. 4 capitales, 4 processus, un même problème. Aucune de ces conférences n'a réussi à neutraliser Kagame ni à restaurer la souveraineté totale du Congo. Nairobi a montré les limites de la médiation régionale. Luanda a révélé la duplicité de certains acteurs, notamment lorsque Kagame, absent, a saboté par son silence les efforts de paix. Doha, quant à elle, symbolise l'entrée de nouveaux médiateurs du Golfe, intéressés non pas par la paix, mais par les contrats miniers et la diplomatie d'influence. Enfin, Washington attend, observe, calcule, car derrière la médiation américaine se cache une stratégie froide: stabiliser le Rwanda pour préserver un allié fidèle au sein du dispositif sécuritaire de l'Afrique des Grands Lacs. Alors oui, Tshisekedi affirme que Donald Trump pourrait, à terme, convoquer les 2 présidents pour entériner les accords. Mais même cela demeure une épée à double tranchant, car Washington ne défend pas nécessairement la justice, mais ses intérêts. Et si ces intérêts coïncident un jour avec la paix, ce sera par hasard. Le vrai combat du Congo ne se joue pas seulement dans les salons diplomatiques. Il se joue dans la capacité du pays à s'unir, à s'armer, à s'autonomiser. Et c'est ici que les Wazalendo, ces patriotes congolais engagés aux côtés des FARDC, entrent en scène. Longtemps dénigrés par certains médias internationaux, ils incarnent aujourd'hui la résistance populaire, la réappropriation d'une dignité nationale confisquée. Ils sont le reflet d'un peuple qui refuse de céder un seul mètre de son territoire à l'ennemi. Mais leur héroïsme ne peut pas remplacer une stratégie nationale claire. Sans un commandement structuré, sans une diplomatie offensive, sans un soutien logistique cohérent, cette résistance risque de s'épuiser face à une machine de guerre bien financée et bien encadrée. La guerre de l'Est est désormais une guerre totale, économique, militaire, psychologique, médiatique. Le Rwanda mène une campagne de désinformation redoutable, cherchant à présenter le Congo comme instable, incapable, divisé. Kigali sait que dans la guerre moderne, celui qui contrôle le récit contrôle la perception, et donc la légitimité. C'est pourquoi Tshisekedi a raison de parler haut et fort, mais il doit aller plus loin. Il doit imposer une narration congolaise, une diplomatie de vérité qui force la communauté internationale à regarder la réalité en face. Car la fragmentation du Congo n'est pas seulement un projet militaire, c'est un projet politique. En entretenant le chaos, Kagame affaiblit Kinshasa,
crée des zones d'influence parallèles, infiltre les circuits économiques et s'assure que toute tentative de redressement national reste dépendante d'accords extérieurs. C'est ainsi que naît une forme de néocolonialisme intra-africain, où les rapports de domination se redéploient entre pays frères. Mais ce plan n'est pas inévitable. Tshisekedi, malgré ses erreurs, a compris que la défense du Congo passe aussi par la réhabilitation du patriotisme. Son discours au Caire, adressé à une diaspora en quête de sens, est une tentative de réancrer la fierté nationale dans la conscience collective. En rappelant que l'Est du Congo n'est pas une zone lointaine, mais une partie intégrante de la nation, il cherche à réconcilier la géographie et l'identité. Le défi, désormais, est de transformer cette indignation en action. Le Congo doit rompre sa dépendance militaire et logistique. Il doit investir massivement dans son armée, moderniser ses renseignements, renforcer la coopération avec des États africains réellement souverains, pas ceux inféodés à des intérêts étrangers. Il doit surtout développer une diplomatie économique qui lui permette de contrôler ses ressources et de fixer ses propres termes dans les négociations internationales. L'avenir du Congo ne se jouera ni à Kigali ni à Washington. Il se jouera à Kinshasa, à Goma, à Bukavu, dans les mines, dans les villages, dans les esprits. Tant que le peuple congolais gardera conscience de ce qu'il défend, une terre, une histoire, une souveraineté, aucune puissance, aussi perfide soit-elle, ne pourra le réduire. Tshisekedi a ouvert le débat. Il doit maintenant ouvrir la voie. Car accuser Kagame, c'est nécessaire, mais empêcher Kagame, c'est vital. Et c'est cela que l'histoire retiendra. Car pendant que les discours se multiplient et que les conférences se succèdent, sur le terrain, le Rwanda avance méthodiquement. Ses réseaux s'étendent, ses appuis se consolident, ses relais économiques infiltrent les circuits congolais. Et plus le Congo tarde à agir, plus le piège se referme. Chaque jour de silence stratégique, chaque hésitation diplomatique, chaque retard dans la réorganisation de l'armée congolaise donne à Kagame un avantage qu'il sait exploiter avec une précision chirurgicale. C'est pourquoi l'heure n'est plus à la dénonciation, elle est à la contre-offensive organisée. Le président Tshisekedi doit d'abord comprendre que le Rwanda ne reculera pas par diplomatie seule. Kagame est un stratège formé à la guerre asymétrique. Il ne craint ni les condamnations, ni les discours, ni les sommets africains. Ce qu'il redoute, c'est la puissance réelle. Une armée disciplinée, une économie nationalisée, une diplomatie cohérente et surtout, une opinion publique congolaise unie derrière son président. C'est sur ces 4 fronts que Tshisekedi doit désormais concentrer toutes ses forces. Premier front, la puissance militaire. L'armée congolaise, malgré son courage, reste sous-équipée, mal coordonnée et minée par des années de corruption et d'ingérence. Tshisekedi doit faire ce qu'aucun président congolais n'a osé faire depuis l'indépendance. Construire une armée nationale digne de ce nom, formée, moderne et disciplinée, totalement indépendante des influences étrangères. Il ne s'agit pas seulement d'acheter des armes, mais de bâtir un système de défense intégré, où les renseignements, la logistique, la formation et la technologie s'unissent dans une stratégie claire, protéger chaque mètre carré du territoire national. La RDC a les moyens de financer cela. Ce sont ces ressources qui enrichissent le monde. Le coltan, l'or, le cuivre, le cobalt, ces richesses doivent enfin servir la défense nationale. Si Tshisekedi transforme même 5% des revenus miniers en investissements militaires, il pourrait, en moins de 5 ans, constituer une force dissuasive capable non seulement de contenir le M23, mais d'empêcher toute tentative future d'agression. Deuxième front,
la souveraineté économique. Kagame ne veut pas seulement le territoire, il veut les ressources. Le projet rwandais repose sur la mainmise sur les circuits miniers de l'Est. Tant que le Congo laissera des entreprises étrangères et des trafiquants liés à Kigali exploiter ces minerais, le Rwanda n'aura aucun intérêt à la paix. Tshisekedi doit frapper là où ça fait mal, couper les routes économiques clandestines, imposer la traçabilité, nationaliser les mines sous contrôle mafieux et instaurer un contrôle strict de l'exportation minière. Il ne s'agit pas de fermer le pays, mais de reprendre le contrôle des flux. Chaque kilo de coltan qui quitte illégalement le Congo pour enrichir Kigali est une balle tirée contre le peuple congolais. Le président doit donc mettre en place un système d'économie de guerre, pas pour vivre dans la peur, mais pour protéger la souveraineté. Troisième front, la diplomatie de rupture. Jusqu'à présent, Kinshasa a trop compté sur des médiateurs extérieurs, souvent biaisés. Nairobi, Luanda, Doha, Washington, autant de tables où le Congo s'assoit, mais rarement en position de force. Tshisekedi doit renverser la logique. Ce n'est plus à Kinshasa de courir vers les médiations, mais aux autres de venir à Kinshasa. C'est au Congo d'imposer ses termes, de fixer son agenda, d'affirmer que la paix ne sera possible qu'à travers la reconnaissance pleine et entière de sa souveraineté. Cela signifie aussi bâtir de nouvelles alliances africaines, notamment avec des États qui partagent la même vision d'indépendance, la Tanzanie, le Burundi, l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Algérie. Ensemble, ils peuvent constituer un bloc continental contre les manipulations extérieures. Kagame s'appuie sur les États-Unis et le Royaume-Uni. Tshisekedi doit s'appuyer sur l'Afrique. Il faut africaniser la diplomatie congolaise et continentaliser la résistance. Quatrième front, la bataille de l'unité nationale. Aucune victoire militaire ou diplomatique n'est possible si le pays reste divisé. Le Rwanda exploite les fractures internes du Congo. Rivalité ethnique, tensions régionales, lutte politique. Tshisekedi doit aller vers les provinces, écouter, unir, réconcilier. L'Est du pays ne doit plus se sentir abandonné par Kinshasa. Il faut redonner confiance aux populations de Goma, de Rutshuru, de Beni, de Butembo, leur dire que la République ne les a pas oubliés. Cette unité intérieure est la condition de la victoire extérieure. Les Wazalendo, ces patriotes qui se battent sans relâche, doivent être encadrés, structurés, intégrés à la vision nationale. Leur héroïsme ne doit pas être récupéré politiquement, mais sanctifié comme symbole d'une résistance populaire légitime. Le Congo doit leur donner les moyens d'exister sans dérive. Une armée populaire sous commandement national. Pas une mosaïque de groupes isolés. Mais tout cela demande une urgence de décision. Chaque jour qui passe, sans plan global, renforce l'enracinement du M23 et la mainmise du Rwanda sur les zones minières. Kagame ne négocie que lorsqu'il est en position de force. C'est donc au Congo d'inverser ce rapport avant qu'il ne soit trop tard. Si Tshisekedi attend que la communauté internationale agisse, il attendra en vain. Les grandes puissances ne sauveront pas le Congo, parce qu'elles profitent du désordre. Le salut du Congo ne viendra que du Congo lui-même. Il est temps, pour Tshisekedi, d'assumer le rôle que l'histoire lui impose, celui du président de la résistance nationale. Pas le président des compromis, mais celui de la Renaissance. Chaque génération a son combat. Le sien, c'est de préserver l'intégrité du territoire. L'ennemi est clair, les lignes sont tracées, et le peuple est prêt. Il ne manque qu'une chose, la volonté politique d'agir vite et fort. La lenteur est devenue un luxe que la RDC ne peut plus se permettre. Chaque jour de retard, c'est une colline de plus sous occupation, une mine de plus exploitée illégalement, une famille
de plus déplacés. Kagame avance non pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il agit pendant que le Congo débat. Le temps est l'arme la plus redoutable du Rwanda. Tshisekedi doit la lui arracher. C'est pourquoi Africa Flashes lance un appel. Que le Congo cesse d'attendre. Le pays doit entrer dans une logique de résistance organisée, de reconstruction stratégique. Que le gouvernement établisse un plan d'urgence, économique, militaire, diplomatique, médiatique. Que chaque institution se mette au service de la défense nationale. Que chaque Congolais sache que l'Est n'est pas une région isolée, mais le cœur battant de la République. Il ne s'agit pas d'une guerre contre le Rwanda, il s'agit d'une guerre pour le Congo. Une guerre pour sa dignité, son existence, sa mémoire. Tshisekedi a nommé le danger. Il doit maintenant l'affronter. Il doit transformer ses mots en actes, ses promesses en décisions, ses discours en ordre. Car l'histoire ne pardonne pas les hésitations. Et demain, si le Congo devait perdre une part de son territoire, personne ne se souviendrait des sommets de Doha ou de Washington. On se souviendrait seulement que face au danger, le président avait encore le temps d'agir, mais qu'il ne l'a pas fait. Alors qu'il est encore temps, que Félix Tshisekedi entende l'appel de la terre congolaise, le cri des femmes de Rutshuru, la voix des enfants de Goma, le serment des soldats de Massissi. Qu'il entende ce que l'histoire lui murmure. Le Congo n'a pas besoin d'un témoin, il a besoin d'un bouclier.